Bonjour, Monsieur Alioune Sall. Vous êtes directeur de l'Institut des futurs africains, un think tank qui est basé à Johannesburg. Mais vous êtes également membre du RASA, Rapport alternatif sur l'Afrique, qui est une initiative d'une dizaine d'institutions africaines et internationales de renom, dont un tiers-monde, le Forum du tiers-monde, que dirigeait Feu Samir Amin, ainsi que le Codestria, etc. Le RASA a d'ailleurs publié un numéro 0 qui a développé les principes et postures idéologiques et stratégiques de l'initiative et précisé un peu les enjeux d'une vision africaine du développement. Le numéro 1 a été lancé en juillet 2018 et le numéro 0 plutôt a été lancé en juillet 2018 et le numéro 1 est attendu pour bientôt. Il devrait porter sur les souverainetés des sociétés africaines face à la mondialisation. Il s'agit d'une démarche qui analyse le réel, mais qui va sans doute se lancer dans la prospective. Et quand on parle de prospective, l'objet de notre entrevue aujourd'hui, on pense à l'évolution future des sociétés et on cherche à en dégager des éléments de prévision. Il s'agit d'une discipline qui n'est pas très répandue en Afrique. Elle a commencé à se développer dans les années 90 et Samir Amin a été justement un des animateurs de cette discipline-là. Samir Amin qui a disparu il y a 3 ans, le 18 août 2018. Comment évaluez-vous aujourd'hui l'apport de Samir Amin dans la réflexion prospective en Afrique? Je dirais que, d'abord, merci de cette présentation et merci de rappeler que je participe aux activités du RASA, qui me paraît être une initiative importante. Maintenant, en réponse à votre question, je dirais que les années 90 ont correspondu à une relance de la prospective en Afrique, à un regain d'intérêt pour la prospective en Afrique, grâce notamment à un projet d'appui à la réflexion prospective en Afrique qui était basé à Abidjan, qui était soutenu par le PNUD, mais qui était basé à Abidjan et qui a apporté son appui technique à une vingtaine de pays africains désireux d'explorer les avenirs possibles. Mais en réalité, la prospective a commencé beaucoup plus tôt en Afrique. D'abord, il faut savoir que le terme de prospective est apparu en 1957. La première fois que dans la littérature française on parle de prospective, c'est sous la plume de Gaston Berger, quarteron sénégalo-français, comme vous savez. C'est sous la plume donc de Gaston Berger que le terme apparaît dans une revue française qui s'appelle la Revue des Deux Mondes, en 1957. Mais dès 1960, le terme est repris en Afrique. Le néologisme de prospective est repris en Afrique et un certain nombre de penseurs en parlent. C'est le cas de Senghor, c'est le cas du révérend Père Lebré, c'est le cas d'un certain nombre de personnalités comme Mohamed Diawara qui monte le club de Dakar. Et c'est le cas d'un Samir. Samir Amin parle de prospective dès les années 60. Il en parle d'abord lorsque il fait une brève incursion en Égypte après avoir fini ses études en France, de sciences politiques et de statistiques, d'économie. Vous savez qu'il est rentré en Égypte d'abord, il n'y est pas resté longtemps à cause de la répression qui s'abattait sur les communistes, mais déjà à cette époque, il est parfaitement au courant de la prospective et de son intérêt dans la réflexion sur le développement. Mais son intérêt se trouvera accru lorsqu'il séjournera au Mali et sera, avec Seydou Badian Kouyaté, entre autres personnalités, un des artisans, un des penseurs de la planification du développement au Mali. Et donc l'exploration des perspectives à long terme du Mali l'amène à s'intéresser à la prospective. Au Sénégal, sous l'impulsion de Mamadou Dia, le premier plan décennal, le premier plan de développement va explorer les perspectives de développement du Sénégal à l'horizon d'une décennie. Et donc, dès les années 60, entre 60 et 62, il y a un travail d'exploration des perspectives de développement à long terme qui est mené au Sénégal. Il en va de même à cette époque-là en Côte d'Ivoire, là encore sous l'impulsion d'un certain nombre de penseurs africains, mais aussi l'appui de groupes tels que celui de l'IEDES qui était basé à Paris, dans lequel il y avait
beaucoup de cadres qui avaient été formés au commissariat au plan français, créé après la Deuxième Guerre. Donc, entre 60 et 80, il y a eu des initiatives majeures en matière de prospective, et parmi les précurseurs figurait déjà Samir Amin. Mais Samir Amin aura été surtout celui qui, en 1976-77, poussera le plus loin la réflexion prospective, non pas sur un pays, mais sur le continent, et ce sera à la faveur d'un projet qui s'appelait Afrique et problématiques du futur, que Samir a dirigé entre 77 et 78, et c'était un projet financé par l'UNITAR, United Nations Institute for Training and Research, dirigé à l'époque par David Nicholl. Et Samir, en tant que directeur de ce projet Afrique et problématiques du futur, fera un travail majeur de réflexion prospective sur le devenir du continent. Les résultats de ce travail seront présentés au colloque de Monrovia, qui se tient en 1979 à Monrovia, alors que Tolbert est président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est le colloque de Monrovia qui dégagera un certain nombre de pistes qui vont être autour desquelles va être élaboré le plan d'action de Lagos. Donc le plan d'action de Lagos, qui va être approuvé en avril 80 par les chefs d'État africains, doit énormément à Monrovia, et Monrovia doit énormément au travail qui a été fait sous l'égide de Samir dans le cadre du projet Afrique et problématiques du futur. Tout cela pour dire que quel que soit l'angle sous lequel on considère les choses, Samir est un des précurseurs en matière de réflexion prospective, que l'on parle, si on se réfère au fait que dès 1960, il est au courant des démarches prospectives, il les applique dans le cadre de son travail, aussi bien en Égypte qu'au Mali, que plus tard au Sénégal, à l'IDEP, lorsqu'il dirige dans ce cadre le projet Afrique et problématiques du futur. Maintenant, vous avez raison de dire qu'à partir de 90, la prospective va connaître un nouvel élan, va susciter un regain d'intérêt, et là encore, je dirais que Samir est quelque part à la manette, parce que non seulement il continuera en ses réflexions sur le devenir du continent, mais il appuiera un certain nombre d'initiatives dont le but est de renforcer précisément les capacités d'analyse prospective des pays africains et des institutions africaines. Et je dois dire que j'ai personnellement bénéficié de l'appui de Samir lorsque, en 1997, j'ai dirigé le programme de réflexion sur l'Afrique soutenu par le PNUD. J'ai bénéficié de l'appui de Samir Amin, et lorsque en 2002 j'ai monté l'Institut des futurs africains, j'ai également bénéficié du support, du soutien de Samir, qui a été membre du conseil d'administration de l'Institut des futurs africains dès sa création en 2003. Mais Samir Amin était un marxiste, et il réfléchissait un peu sur le continent, un continent très largement tourné vers l'orientation, vers l'idéologie capitaliste. Est-ce qu'il ne se confrontait pas à la manière de penser des dirigeants africains? Samir Amin était marxiste, mais le marxisme de Samir Amin était d'abord une exigence de rigueur scientifique. Ce n'était pas du dogmatisme, ce n'était pas du psittacisme. Samir n'était pas de ceux qui allaient en récitant un bréviaire marxiste. C'était un homme exigeant, soucieux de comprendre le monde, soucieux d'aller au-delà de l'écume des flots et de comprendre quelles étaient les dynamiques qui donnaient forme au monde actuel tel qu'il se donnait à voir. C'était un analyste du réel. Être marxiste, pour lui, c'était d'abord cela. Et comprendre le monde, pour lui, cela signifiait comprendre les facteurs qui entrent en jeu dans la constitution de ce monde et les interrelations qui existent entre les facteurs qui donnent forme à ce monde. Que ces facteurs soient d'ordre économique,
sociale, politique, environnementale, culturelle ou technologique, Samir Semi a toujours consacré une grande partie de sa réflexion à comprendre quels étaient les facteurs qui ont façonné le réel dans lequel nous nous trouvons. Mais ce n'était pas tout. Il faut aussi comprendre qui sont les acteurs qui façonnent ce réel, parce que derrière chaque facteur, il y a évidemment des acteurs. Les facteurs à eux-mêmes ne font pas évoluer un système. C'est parce qu'il y a des acteurs qui sont derrière les facteurs que le système évolue. Et derrière les acteurs, il y a toujours des stratégies. Un acteur n'a de l'influence sur un facteur que pour autant qu'il est capable de mettre en œuvre une stratégie qui permet de contrôler les facteurs. Donc, c'était cela pour Samir, être marxiste, comprendre les facteurs en jeu dans l'évolution de nos sociétés, les acteurs qui sont derrière et les stratégies de ces acteurs. Et quand on fait un tel travail, il est évident qu'on ne peut pas ne pas tomber sur le fait que les acteurs, un des acteurs majeurs de l'évolution se trouve être le système capitaliste mondial. Ces systèmes capitalistes développent des stratégies qui lui permettent d'avoir un monopole sur un certain nombre de facteurs clés qui sont jugés importants pour élargir la domination de ces systèmes capitalistes mondiaux, permettre son expansion et son approfondissement. Et c'est dans ce cadre que Samir s'est livré à une analyse des systèmes capitalistes mondiaux, parce que ce système, encore une fois, est un acteur majeur de la transformation de notre monde. Il a donné forme à notre monde actuel, et notamment à cette intégration qui fait que l'enrichissement des uns ne peut se faire qu'au prix de l'appauvrissement d'autres. Le développement du sous-développement est la condition pour la perpétuation de ce système capitaliste mondial dont il a fait une critique très serrée. Et je crois donc que c'était cela être marxiste pour Samir. Il se trouve que c'est également une exigence de tous les prospectivistes. Tous les prospectivistes commencent, lorsqu'ils doivent faire un travail d'analyse prospective, commencent par un diagnostic stratégique du système qu'ils veulent analyser. Et le diagnostic stratégique n'est rien d'autre précisément que l'analyse des facteurs qui entrent dans la composition du système que l'on étudiait, l'analyse des interrelations entre ces différents facteurs, l'analyse des acteurs et des stratégies d'acteurs. Mais quand on voit l'Afrique aujourd'hui, depuis les années 60, il y a eu beaucoup d'errements, si on veut. Est-ce à dire que les idées que professait Samir Amin à cette époque n'ont pas réellement impacté sur l'avenir du continent? Samir était un analyste rigoureux, scientifique. C'était aussi un acteur. Il n'était pas soucieux exclusivement d'expliquer le monde. Il était soucieux de le transformer. Alors, a-t-il eu de l'influence ou pas? Ben, l'histoire, ce sera l'histoire de le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que un certain nombre d'idées qu'il a défendues et qui paraissaient radicales au moment où ils les ont défendues, ces idées-là ont aujourd'hui acquis droit de cité lorsqu'il propose une analyse du sous-développement. Différente de celle qui avait cours à l'époque, où on pensait qu'il y avait deux mondes qui évoluaient de façon parallèle, un monde développé et un monde sous-développé, et qu'il montre qu'en réalité, il y a un processus d'accumulation à l'échelle mondiale qui fait qu'il existe aujourd'hui des périphéries et des centres qui ont partie liée, la périphérie étant un produit du centre et le centre se nourrissant du sous-développement de la périphérie.
Il est clair que lorsqu'il développe de telles idées, il n'est pas les seuls d'ailleurs à les développer à l'époque, avec toute une école, avec tout un tas d'autres universitaires, André Gunder Frank, la nouvelle gauche américaine, Baran et Sweezy, etc. À l'époque, ils passent pour des hétérodoxes et ils passent pour des radicaux. Ils remettent en cause les fondements de la pensée économique dominante de l'époque. Mais ces idées-là, aujourd'hui, elles ont acquis droit des cités. Nul ne les conteste plus. Personne ne peut revenir aux analyses des années 40 sur le phénomène du sous-développement. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que sa réflexion a eu un impact sur l'évolution des idées. Maintenant, sans doute, Samir avait-il souhaité ou espéré que le monde serait transformé et qu'il verrait un monde plus humain devenir réalité, un monde où régnerait la paix, la justice, où il y aurait une consommation et des systèmes de production moins écocides et plus responsables, un monde où le partenariat remplacerait la compétition, etc., etc. Sans doute ce monde-là, il en a rêvé. Alors qu'il ne l'ait pas vu de son vivant, n'a pas dû le surprendre non plus, outre mesure, parce que s'il y avait quelqu'un qui était assez réaliste pour comprendre que le grand soir n'arriverait pas du jour au lendemain, c'était bien Samir. Donc, je dirais, pour me résumer, que oui, il a eu un certain impact en termes d'idées. Maintenant, la transformation du monde, la réalisation d'un scénario qu'il a pensé plausible et possible, il n'en a pas été témoin, mais au fond, qu'est-ce qu'une vie humaine au regard de l'histoire? Je suis sûr que c'est pas grand-chose. Mais aujourd'hui, quand on réfléchit un peu au travail qu'avait mené Samir Amin, et quand on regarde aujourd'hui l'Afrique, qu'est-ce qui reste du travail de Samir Amin? Beaucoup, à mon avis. D'abord, Samir a mis sur pied ou a aidé à ce que se mette sur pied ou que se renforce un certain nombre d'institutions. Parmi ces institutions, il y a bien sûr l'Université de Dakar, où il a servi, à la Fac des sciences économiques. Il y a l'IDEP, dont il a quand même marqué la trajectoire. Il a fait de l'IDEP une institution de référence à un moment où, alors qu'auparavant c'était un centre modeste de formation de quelques planificateurs, Samir en a fait une institution de référence pour une réflexion sur les alternatives au modèle dominant. Samir a été aussi à la base ou a appuyé la création d'une institution comme ENDA qui nous reçoit. Puisque moi j'ai connu personnellement ENDA à l'époque où c'était un cours au sein de l'IDEP consacré à environnement et développement en Afrique et où il y avait deux professionnels qui étaient Jacques Bougnicourt et Philippe Langlais III avec un Zimbabwéen qui s'appelait Liberty Mlanga. Et c'était donc un simple cours au sein de l'IDEP et qui s'est transformé pour devenir après l'organisation non gouvernementale internationale que vous connaissez mieux que moi aujourd'hui. Samir a été donc un fervent soutien à la création de l'ENDA et il a fait équipe avec Bougnicourt pour s'assurer que l'organisation bénéficierait de tout le soutien possible au Sénégal et ailleurs. Samir a été un des artisans à la base du CODESRIA. Il a été le premier secrétaire général du CODESRIA. Et le CODESRIA a commencé dans les locaux de l'IDEP à l'époque où Samir en était directeur. Et c'est Samir qui a fait venir Abdallah Boujra et Tandikam Kandaure qui deviendront tous les deux secrétaires exécutifs de CODESRIA. Samir, on va le retrouver au Forum du Tiers-Monde. Et Samir, on le retrouvera aussi au Forum social. Fort heureusement, toutes les institutions que j'ai citées continuent d'exister. Et on peut penser que le legs de Samir Amin est encore là. Sa pensée fait l'objet de discussions au sein de ces institutions et je crois que c'est
on peut dire qu'il reste quelque chose de cette pensée à travers ces institutions-là. Maintenant, à un niveau beaucoup plus informel, je dirais, parce que là j'ai parlé de niveau institutionnel, à un niveau plus informel, il y a tout ce qui a été laissé comme travaux par Samir, vous les connaissez, il y a plus d'une centaine d'articles, plus d'une trentaine d'ouvrages. J'ai vu que vous disposez d'une bibliothèque dans laquelle pratiquement tous ces écrits peuvent être retrouvés. Et ces travaux alimentent encore une certaine réflexion dans les centres de recherche, dans les universités, mais aussi dans les formations politiques, mais aussi dans les organisations non gouvernementales, dans les mouvements de masse. Il y a donc plusieurs canaux de diffusion de la pensée de Samir Amin qui font que cette pensée est encore vivante, vivace et continue d'inspirer, je crois, un certain nombre de mouvements. Oui, mais là vous parlez de son impact au niveau institutionnel, de l'impact au niveau intellectuel, de l'intelligentsia et l'impact au niveau des États. Je pense qu'au niveau des États, le bilan serait beaucoup plus mitigé. Samir a eu quelques entrées auprès d'un certain nombre de chefs d'État. Il a eu une certaine influence dans la planification du développement à certaines époques et dans certains pays. J'ai parlé du Mali, où il a séjourné dans les années 60, après son passage en Égypte. Je pense qu'il a aussi été à un moment, il a fourni des conseils, il a été un conseiller écouté à certaines époques au Congo-Brazzaville. Il a sans doute eu des entrées ou une certaine influence dans les cercles décisionnels au Burkina, à l'époque de Thomas Sankara. Je pense qu'il a eu un moment, Senghor lui a prêté attention. Lorsqu'il a découvert, Senghor, la détérioration des termes de l'échange, et en a fait son cheval de bataille, ceux qui sont proches de lui attribuent à Samir une certaine influence qu'il aurait eue à cette époque-là sur Senghor. Donc, il n'a pas été totalement absent dans les réflexions sur la planification du développement. Maintenant, il est certain qu'il ne pouvait pas avoir une très très grande influence partout en Afrique, parce que l'économie politique africaine est dominée dans beaucoup de pays par les institutions de Bretton Woods. Et ces institutions de Bretton Woods se sont spécialisées dans les prophéties autoréalisatrices qui, d'une certaine manière, colonisent le futur de l'Afrique. Et Samir n'a eu de cesse de dire, avec d'autres, qu'il faut décoloniser l'Afrique, qu'il faut décoloniser le futur de l'Afrique, parce que ce futur est en train d'être colonisé par justement ces prophéties autoréalisatrices dont sont championnes les institutions de Bretton Woods. Cela veut dire que pour avoir accès à des chefs d'État aujourd'hui, il faut commencer par démonter les carcans intellectuels dans lesquels les enferment ces institutions de Bretton Woods avant même que les choses n'aient commencé. C'est donc un travail titanesque que de chercher à avoir aujourd'hui une influence auprès de certains chefs d'État africains.